Au début, vous avez une allusion à mon non-lieu, je sais pas. Non, j'ai pas compris, ça fait rien. À votre nom Non. Ah, pardon, oui. Le non-lieu. Ah oui, non-lieu. J'avais compris, avec l'âge, je deviens un peu sourd. Et deuxièmement, puisque vous avez parlé de thèmes récurrents en ce qui me concerne, je voudrais même dire que effectivement c'est l'analyse du réel, mais à la lumière surtout du double. Enfin, s'il fallait citer un mot qui est revenu depuis 40 ou 50 ans, c'est celui de double, et vous avez très opportunément commencé par citer justement le réel et son double. Alors, pour en revenir à mon propos, je dirais que je vais tout de même parler de ce qui nous occupe ce colloque, même si ça rejoint parfois, comme je l'espère, un petit peu des thèmes qui m'intéressent plus particulièrement. On entend, oui. Bon. Pas très bien apparemment, mais... Ah ben, je vais parler plus fort. Il faut bien me poser la question en tout cas. Je vais parler plus fort. Bon, alors je crois avoir, en lisant Le Monde des livres d'il y a 3 jours, et en assistant à une toute petite partie de la séance de ce matin, et puis également en parlant un peu avec les uns avec les autres, j'ai cru comprendre que une sorte d'unanimité s'était faite un peu autour de l'idée que la terreur devant la vitesse qui est trop rapide, devant le temps qui s'accélère et autres étranges pensées, avait été un peu plutôt critiquée que analysée, et qu'on n'avait pas donné raison tout à fait à cette angoisse fréquente qui consiste à avoir l'impression d'être dans un monde qui s'accélère, qui va trop vite, qui nous laisse plus le temps d'avoir le temps, etc. etc. Donc, si vous voulez, j'en parlerai très peu, et je vais plutôt analyser ce qui fait, depuis toujours, et pas seulement depuis aujourd'hui, la difficulté de notre rapport au temps. Tout ce que je pourrais dire alors sur le premier point de l'angoisse contemporaine, ça serait de dire qu'il me semble que il faut souligner, il est bon de souligner le rôle d'une sorte d'hallucination qui nous fait considérer notre présent comme complètement différent de ce qu'ont été nos passés, et de ne pas, en m'inspirant de ce que Bergson appelle le mouvement rétrograde du vrai, mais dans un sens inversé, de dire que notre présent ne reflète plus assez ou du tout ou mal un passé où les problèmes d'urgence, par exemple, et autres problèmes afférents au temps se posaient déjà de manière aiguë, et par conséquent que comment dirais-je, il y a un effet de, comme vous disiez, de trompe-l'œil et de faute de perspective, enfin, de mise en perspective qui explique beaucoup certaines angoisses contemporaines par rapport au temps, et aussi les excès de ces angoisses-là. Bon, cela étant dit, j'en viens à un premier point, avant de passer à un second. Sage décision. Puis un troisième, puis un quatrième, mais ils sont très brefs. Oui, c'est Molière qui dit. Je crois que c'est dans le bourgeois gentilhomme. Il y a 3 raisons, dit le maître de philosophie. Il y a 3 raisons à cela. Quelles sont-elles, demande M. Jourdain. La première, la seconde et la troisième. On se marque comme ça. Bon, vous savez donc déjà tout. Oui. Alors, je ne dis pas que le temps ne soit générateur d'angoisse. Je ne le crois pas du tout. Je crois que ce que nous ressentons aujourd'hui à ce sujet est une forme exagérée, déformée par des effets de perspective, comme je vous disais, d'une angoisse ancienne et qui est liée au fait
dont on voit des témoignages dans 1000 livres de 1000 pensées philosophiques depuis l'Antiquité, et qui est dû au fait que, si j'ose dire, le temps ne me paraît pas un milieu absolument adéquat à notre vie, à la vie de l'homme. Ça serait très différent des animaux. Et ça serait tout à fait passionnant de comparer l'appréhension animale du temps et celle de l'homme. Pour autant qu'il y ait une préhension animale du temps. Bon, cela étant dit, l'homme n'est pas dans le temps comme le poisson dans l'eau. Le temps est une des conditions a priori de toute chose, toute existence, de toute vie, nous le savons. Mais, pour continuer à la métaphore, je dirais que le temps ne nous va pas absolument comme un gant, j'expliquerai cela tout à l'heure, et d'autre part que il constitue une sorte de milieu avec lequel nous, hommes, par rapport auquel nous sommes différents, et avec lequel nous avons des relations qui ne sont pas toujours faciles. Car il faut bien voir celui-là aussi, c'est que il y a des moments où des temps, des périodes de la vie, des périodes de l'histoire, où le temps fait moins de problèmes. Et puis des périodes où le temps nous angoisse. Je dirais que comme entre deux états, les relations que nous avons avec le temps sont parfois tendues, mauvaises, parfois au contraire plus pacifiques, plus paisibles. Alors, vous me demanderez, mais qu'est-ce que ça veut dire un rapport, que se passe-t-il quand le temps nous pèse, le temps nous se révèle un peu mal adapté à nos affects, à notre vie, enfin, d'homme. Que veut dire que le temps n'est pas absolument adéquat à l'homme? J'en sais évidemment pas grand-chose. Il y a des réponses faciles. C'est que qui dit temps dit éphémère, dit fragilité, dit disparition, dit mort. C'est un élément de l'aspect sombre du temps. Mais le temps a toutes sortes d'autres aspects qui ne sont pas sombres comme celui-ci. Et la principale source de la difficulté de vivre en bonne compagnie avec le temps ne réside pas dans le fait que le temps nous indique la tombe et la fin. Je crois que il réside surtout, enfin, cet éventuel mauvais rapport réside surtout dans le fait que le temps peut constituer à nous mettre dans une situation, je dis une banalité, tout le monde l'a dit, une situation d'urgence. C'est-à-dire que le temps va très bien quand on a le temps. Mais quand on n'a pas le temps devient étouffant et angoissant. C'est pourquoi l'urgence, et surtout l'urgence quand elle peut être satisfaite, c'est-à-dire l'urgence qu'il y a à réaliser une tâche ou quelque chose qu'on ne peut pas réaliser, et souvent parce qu'on n'a pas le temps justement de la réaliser. Il y a donc une connotation, une menace constante de l'urgence, et l'urgence trompée, l'urgence à laquelle on ne peut répondre favorablement, et qui explique, à mon avis, le plus profondément, cette situation de frayeur et de mal accommodement que nous avons avec le temps. Quand le temps, justement, fait défaut. Il devrait être plus là, et il n'est pas assez là. Je trouve qu'il y a une expression de Sioran qui, je ne sais plus dans quoi, mais elle pourrait être à n'importe quel. C'est ce qui est très difficile de trouver une page en Sioran, c'est que une ligne de Sioran peut être absolument
dans n'importe lequel de ses livres. Puisque, bon, je ne dirais pas consciemment puisqu'il dit toujours la même chose, ou plutôt, si je dirais, c'est sans aucune opinion critique, puisque je considère peut-être est-ce un plaidoyer pour deux mots, puisqu'on m'a souvent reproché d'écrire toujours le même livre et de faire des livres qui sont uniquement des suites de citations, et en plus que ces citations sont toujours les mêmes. Alors, ça commence à faire beaucoup, n'est-ce pas? Mais je tiens aussi avec personne que beaucoup de grands philosophes intéressants sont des gens qui n'ont qu'un dada, mais ça prouve au moins qu'ils en ont un. Ça prouve au moins qu'ils ont une idée. Et c'est déjà pas si fréquent, à mon avis. Bon, alors je reviens à cette façon de Sioran. Il dit quelque part, au fond, le plus grand de mes malheurs, pourquoi est-ce que je peux m'arriver, pourquoi est-ce que j'étouffe, pourquoi je dis qu'on me donne un autre monde où je péris, eh bien, il y a une chose qui le dit de manière très frappante et que je trouve très fine, et qui dit, au fond, tout cela est un mauvais rapport originel avec le temps, ce temps dont je n'ai jamais pu attraper le pli. Vous voyez qu'il y a encore même si, peut-être parce qu'ils sont étrangers, mais des gens qui savent écrire le français. Attraper le pli, c'est s'accoutumer, c'est pouvoir entrer dans un vêtement sans craquer son habit dans le dos, comme dans la ville parisienne. C'est aussi parler une langue étrangère, parler d'abord sa propre langue. Et ensuite, essayer de parler une langue étrangère, pas trop mal. À ce moment-là, on en attrape un peu le pli. Mais en général, on n'attrape pas complètement le pli. Nous ne parlons que quand nous avons la chance de parler une langue, ce qui encore une fois n'est pas fréquent. Quand nous avons la chance de parler une langue, nous parlons généralement uniquement notre langue maternelle. Alors, quand nous parlons bien une langue étrangère, eh bien, c'est un peu comme le temps. Nous avons un bon rapport avec l'allemand, c'est pas mon cas. Nous avons je parle la langue allemande, bien entendu. Nous avons un bon rapport avec l'espagnol, ce serait plus mon cas. Mais c'est un rapport, ce n'est pas fusionnel. Nous n'en avons pas tout à fait attrapé le pli. Quand nous aurons attrapé le pli de l'espagnol, eh bien, nous sommes des Espagnols. De même que quand la statue de Cratyle ne sera pas distincte de Cratyle, dit Platon, dont c'est l'argument principal selon Vincent Descombes, eh bien, Cratyle, la statue de Cratyle sera Cratyle. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que prendre le pli du temps est une tâche qui, malgré ce que parce que Sioran se plaint toujours et il dit quel bonheur que les inconscients, les imbéciles, bon, et qui vivent le temps tranquillement, qui en ont le pli, eux. Mais moi, je peux pas prendre le pli, mais en réalité, Sioran sait très bien que personne ne peut prendre entièrement le pli du temps. Alors, cela étant dit, est-ce que j'avais encore autre chose à dire sur ce point? Ah oui, oh non, ça va être trop long, non. Non. Sentez-vous à l'aise, il n'y a pas de... Oui, il faut que j'aille plus vite, Enfin bref, pour me résumer, mais je vais y revenir donc, je le fais que dans le thème, le mauvais rapport avec le temps, le rapport imparfait avec le temps, comme appelons ça comme on veut, provient du fait, ou signifie le fait, que nous sommes en délicatesse avec lui, par moments, en cela qu'il nous mène à une situation d'étouffement, une situation d'urgence. Et c'est terrible, nous avons 1 minute pour sauver papa, et bon, le temps de le dire, et la minute s'est écoulée.
Alors, je suis persuadé, c'est mon deuxième point, je suis persuadé que tout ce que je viens de vous dire explique le côté très ancien de la crispation à l'égard du temps, et relève pour une part, ça sera le premier point, je vais faire maintenant trois analyses de cette urgence et de cette angoisse. Je vais d'abord faire une analyse psychologique et même psychopathologique. Je crois que cette angoisse, nous n'avons pas le temps, alors qu'on dirait un peu absurdement, angoisse de notre temps, elle est de tous les temps. Mais cette angoisse-là est présente depuis le commencement des hommes, c'est-à-dire présente depuis des choses qui s'appellent l'angoisse, la peur, pourquoi pas dire la dépression nerveuse, la psychose maniaco-dépressive et des tas d'autres affections psychopathologiques, voire chez des gens plus ou moins normaux, ou même normaux, mais qui passent qui sont atteints par d'innombrables passerelles qui font rejoindre cette angoisse à toutes les situations, à tous les hommes. Et pour décrire cette... Alors si vous lisez Styron, si vous lisez... Qui a écrit des livres sur la dépression nerveuse? Il y a le romancier américain. Styron, c'est le meilleur, le plus court. Et le meilleur, il est dans la collection Folio, d'ailleurs, je crois. Et vous avez toujours cette insistance sur l'angoisse, mais quelle angoisse, on ne sait pas, mais on étouffe, étouffement, angoisse. Or, c'est tout à fait ce que j'ai dit à propos du temps, dans certaines circonstances. Or, cette angoisse, nous la... Alors ça, si j'ai le temps, je fais juste un petit développement. Elle me paraît tout à fait visible et remarquable dans une toile ultra célèbre d'un peintre qui est justement en honneur en ce moment à Paris, puisqu'il y a une exposition Munch. Et vous savez que la toile la plus célèbre est Houlet, puisqu'il y en a 3 versions, je crois. Et le cri, on voit un personnage qui se prend la tête et les oreilles dans les mains, et qui semble dire on ne peut pas être plus aux portes de la mort, du suicide, que dans ce tableau ultra célèbre. Et je ne pense pas qu'on fasse le tour du tableau, qu'on aborde le tableau de bonne manière quand on dit ce sujet peint par Munch entend des choses horribles, et c'est un bruit qui résonne dans sa tête comme dans les dernières années de Schumann, où il entendait toujours une sorte de la obsessionnel. Non, moi, je crois que ce qui crie le plus dans le cri de Munch, c'est le cri des choses, c'est le cri du monde qui l'entoure, dans lequel il n'y a plus de petit interstice, on puisse avoir un peu de temps libre, un peu d'espace de disponibilité, mais où que j'aille, il y a ce même cri, cette même horreur. Un manque d'espace. Alors il faudra un exemple plus long pour arriver, mais en définitive, le plus manifeste du cri de Munch, c'est pour moi le manque d'espace. Vous avez rectifié vous-même. Ce manque d'espace, c'est un manque de temps. Le secret de ce manque d'espace. J'étais plus une seconde de libre pour vivre, quoi. Alors, bon, bien entendu, c'est vrai de toutes les formes d'angoisse, de dépression, et je ne dirai pas plus. Je dis simplement que, je répète que, comme vous voyez, nous avons affaire à un thème ancien et qui n'a rien de particulièrement d'actualité. Alors, ma deuxième analyse, ce serait une analyse... les trois se défendent. Je ne veux pas dire que c'est pas 3 hypothèses, c'est trois angoisses concomitantes. La deuxième angoisse, c'est le sentiment très ancien également du temps comme dégradant. Par dégradant, je ne veux pas dire qu'elle s'est conduite avec moi d'une manière dégradante, c'est un procédé dégradant, non. Je veux dire que le temps
dégrade. Je veux dire que le temps détruit. Le temps est ce qui fait que les choses n'ont pas, bon, ça c'est une banalité de toute façon, n'ont pas sont poreuses et n'ont pas de densité ontologique, ou appelez ça comme vous voulez. Mais je pense plus précisément à cette idée que pas tellement au temps du cri, enfin le cri de l'angoisse psychopathologique. Oui, j'ai sauté un passage, j'aurais voulu vous. Oui, je reviens un instant sur le temps psychopathologique. Il faut distinguer deux temps psychopathologiques angoissants. Il y a le temps qui passe, mais dont on se dit qu'il ne suffira jamais. C'est l'angoisse de beaucoup de névrosés obsessionnels qui disent avec une disproportion complète entre la tâche à accomplir et le sentiment de détresse, je n'ai pas le temps. Demain, il faut à la fois que je lave mes chaussettes et que je téléphone à ma mère. Jamais j'arriverai à le faire. C'est trop de choses. Mais oui, c'est drôle, c'est très drôle, mais ça arrive. Et c'est pas drôle du tout. C'est pas drôle du tout. Et il y a une deuxième forme de cette angoisse psychopathologique du temps, c'est le temps passe, il y a assez de temps, mais le temps est enlisé. C'est-à-dire qu'on a une heure, c'est notamment dans les rêves. C'est plutôt une angoisse psychopathologique qui apparaît dans les rêves. On a le temps, tout le temps, mais le temps ne produit rien. C'est-à-dire j'ai une heure pour me laver les dents, au bout d'une heure, on est toujours à chercher le dentifrice. Alors c'est pas il y a ces deux nuances. Je reviens au temps maintenant au temps dégradant. Ce temps dégradant est moins un temps qui intéresse de tout ce que j'ai raconté la psychologie, mais c'est plutôt le temps historique, le temps qui passe. Le temps dégradant, le temps qui détruit, est un temps qui passe et qui détruit progressivement toute chose. C'est une version d'un temps qui est exactement l'inverse du progrès, d'un temps de progrès comme pourraient imaginer les Lumières du XVIIIe siècle français, et bien qui donnerait plutôt raison au temps de Rousseau, n'est-ce pas? Le progrès du temps amène une dégradation des choses. Le grand mot de Rousseau, je ne sais plus si c'est le premier mot d'un discours ou de l'Émile. Tout est bon sortant des mains de l'auteur des choses, tout dégénère entre les mains de l'homme. Ce qui se dégénère ainsi est le temps. C'est le temps qui passe, le temps de la futurition. Alors cette angoisse est vieille comme le monde. Je vous ai parlé de Rousseau. Elle a précédé Rousseau de mille façons, et notamment chez les Grecs dans la philosophie cynique. Les cyniques pensent, Diogène, ancêtre des cyniques, Antisthène, ont une doctrine qui a duré 7 siècles, qui a été enseignée pendant 7 siècles, ont une doctrine comme quoi le progrès, le temps, fait perdre à l'homme son humilité, fait perdre à l'homme sa réalité d'homme et dégrade les valeurs. Il faut faire l'inverse de ce que le social et l'habitude nous amènent à faire. Diogène, pour lutter contre l'influence dégradante du temps, agit contre le temps. Il entre au théâtre quand le théâtre se vide. Il allume sa lampe quand le jour se lève. Il y a tout un courant comme ça qui dure très longtemps, qui vient de l'Antiquité, et que tant le rousseauisme que des mouvements que je ne citerai pas pour n'énerver personne, enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire, ont pu reprendre aujourd'hui avec la faveur que vous savez. En dehors des cyniques et de l'Émile, je vous parlerai toujours à propos du temps dégradant, un autre exemple. Mais comparaison n'est pas raison, mais il y a un roman de Huysmans, c'est pas son meilleur, mais qui est très drôle par moment, qui s'appelle Là-bas. Et il y a un passage important dans Là-bas, c'est le sonneur de cloche de Saint-Sulpice.
le sœur Claude de Saint-Sulpice a installé son appartement au pied de Saint-Sulpice. Il reçoit des abyssures, bien chrétiens intégristes, et on y mange, on y célèbre les repas qu'on y fait, parce que ce sont les derniers repas. Chaque fois qu'on parle, attendez, j'ai 3 navets, ce sont les derniers. Il n'y en aura plus dans 8 jours. Ces poireaux, bon, il n'y en a plus. Il n'y en aura plus jamais. Enfin, il y a une disparition de toutes choses. Bon, et je vous citerai un autre auteur encore, qui est le plus extraordinaire de tous, c'est un penseur, non, un amiral latin, qui est Pline l'Ancien, qui est mort en examinant immense naturaliste, et grâce à lui, c'est le Buffon de l'Antiquité romaine, c'est grâce à lui, l'histoire naturelle de Pline que nous connaissons, tout ce que nous connaissons sur la faune, la flore de l'Antiquité romaine. Mais c'était un penseur extrêmement sombre, et qui, dès qu'il en a l'occasion, dénonce la fin du monde, la dégradation inéluctable, totale, et par exemple dit tout à fait comme Carex, c'est le personnage de là-bas, profitons bien de l'huile, car il n'y en aura plus dans 8 jours. Ça sera la fausse huile. Qu'est-ce que c'est la fausse huile? C'est l'huile d'arachide, l'huile de noix, n'est-ce pas? C'est ce qui est amusant, ça montre la relativité de la notion de produit. Oui, d'autre part, bon, alors, en fait, Pline est mort, comme vous savez. Enfin, la fin du monde qu'il avait annoncé est venue, mais elle est venue pour lui le jour même de son exploration du Vésuve, puisqu'il n'a pas résisté aux vapeurs toxiques du Vésuve et il en est mort. Bon, à travers tous ces exemples, vous voyez à peu près ce que je veux dire, et je pourrais peut-être résumer cette angoisse du temps dégradant en disant c'est le contraire de la formule de Lavoisier. Je crois que c'est Lavoisier ou ses disciples qui disent, après les fameuses expériences sur l'oxygène, rien ne se crée, rien ne se perd dans la nature. Pour Pline et pour beaucoup d'autres, rien ne se crée, mais tout se perd dans la nature. Et qu'il peut aboutir qu'à la disparition de toute chose. C'est pourquoi on ne peut pas parler de tout cela, de l'angoisse du temps, de l'homme avec le temps, sans dire un dernier mot sur... Allez-y, vous avez du temps. Hein. J'ai mis juste votre nom comme ça, parce que comme c'est enregistré, que ça faisait du bruit, je parlais pour nos amis de France Culture, je voulais pas que... Voilà, donc, mais vous avez tout le temps. Allez-y. Bon, maintenant je vais arrêter tout ça. On en arrive inévitablement au thème de la fin du monde. Au thème de la fin du monde. Et bon, j'ai pas besoin de dire exactement comment, la chose va de soi. C'est évident que quand il n'y aura plus le moindre légume, le moindre animal, il n'y aura plus de montagne non plus, à cause des carrières. Il n'y aura plus, enfin, il n'y a plus rien, quoi. Bon. D'ailleurs, c'est vrai, il y aura un jour où il n'y aura plus rien. Il y aura peut-être d'autres choses ailleurs, mais je me souhaite à personne, ni à vous ni à moi, de me retrouver dans 100 000 milliards d'années. Là, bon, ça doit pas être très évident de faire son marché. Je ne dis pas, mais bon, on a tout de même le temps. Hein. Il y a une logique de la fin du monde qui est attachée bizarrement à la logique de la sauvegarde de l'environnement. D'ailleurs, j'en ai pas trop parlé de cette sauvegarde de l'environnement, qui est une coqueluche d'aujourd'hui, qui fait partie de l'angoisse dont parle ce colloque. Mais enfin, vous aurez sûrement remarqué que, enfin, vous imaginez la tête que feraient certains leaders politiques en mettant le nez dans Pline,
en disant, mais il a tout copié, volé toutes mes idées. Enfin, c'est exactement ce que je dis. Bon, eh bien, donc débouche sur une inévitable fin du monde appartient à une angoisse de la fin du monde. Et ce que je voudrais terminer sur une chose qui me semble très intéressante et qui rejoint alors un petit peu ce que vous avez fait l'amabilité de me dire au début, c'est, attention, j'y retouche, c'est la manie, c'est que il n'y a rien de plus ambigu que ce désir de fin du monde, à mon avis, et par là, ça jette une suspicion sur la nature exacte de toutes ces frayeurs, de tout, sauf peut-être la psychopathologique. Je veux dire par là que j'ai remarqué, ou j'ai cru remarquer, que beaucoup de gens qui annoncent la fin du monde, ils sont nombreux. Prenez le nombre de sectes qui recrutent sur le thème de la fin du monde. Vous êtes sûr que la fin du monde, c'est pour dans 8 jours, c'est pour dans 6 mois. Et c'est 500 euros. Ils recrutent comme ça. Il y a des gens qui sont attirés par cette fin du monde. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je mettrai cela et tout ce que j'ai dit, sauf en matière de psychopathologie, sur le compte d'un rapport à la vie. Je ne sais pas comment vous avez dit, vous avez eu un mot qui est, qui est un rapport suspect, un rapport qui est plus négatif, viste, que affirmatif au sens, par exemple, de Spinoza ou de Nietzsche. Eh bien, pour vous donner des exemples concrets, j'ai lu dans des journaux, au hasard, je me rappelle de l'un ou deux, je vois c'était en Espagne, dans le Diario de Mallorca, je vois que, comme il arrive tous les jours, un père de famille qui travaille dans une usine atomique a donné d'abord à sa femme, à ses filles, à ses fils. Puis, c'est ce qui arrive souvent et toujours dans les cas un petit peu de psychose maniaco-dépressive. On tue tout le monde, mais... Alors, la raison donnée par... Il a laissé un mot. La raison donnée par cet ouvrier pour expliquer son geste était, puisque je suis bien placé, puis je travaille à l'usine atomique, je suis bien placé pour savoir que la fin du monde est pour demain, eh ben, j'ai estimé charitable vis-à-vis de ma femme, de mes gosses, charitable de leur épargner la fin du monde. Alors je les ai tués. C'est curieux comme manière d'éviter la fin du monde tout de même, que vous voyez, non. Bon, je peux vous donner 10 exemples, 100 000 exemples de l'abbé, et je passerai, je passerai là-dessus. Autrement dit, je me demande parfois s'il n'y a pas... Bon, en fait, je me suis expliqué assez clairement là-dessus. Je n'ai pas besoin d'y revenir. Je peux m'empêcher de dire que enfin, c'est horrible. Remarquez que j'ai eu un collègue, ben heureusement. J'ai eu un collègue qui s'entend la fin du monde venir, mais non, pas la fin du monde, mais la fin c'est du bonheur, la fin des filles. Il n'y a plus de filles, plus d'argent. Bon. Et il a dit je me tue. Mais il ne voulait pas faire ce coup-là à son chien. Alors il a procédé en ordre. Il a, d'un coup de revolver qui n'a pas manqué son but, il l'a pas raté là.
Le chien n'a pas survécu. Mais ce qu'il y a d'horrible, mais ce qu'il y a de cocasse, ce qu'il y a d'horrible, mais ce qu'il y a de cocasse aussi, c'est que par contre, lui ne s'est pas raté. Alors ce qui fait qu'il s'est retrouvé avec tout de même un cadavre un peu encombrant, quoi. Je ne sais pas comment il a pu mettre ses idées en ordre avec ses actes. Bon, écoutez, il est temps de conclure. Alors je conclue, je vais conclure de manière apaisante et vous démontrer pourquoi le temps ne nous manque pas. Et j'emprunterai mon argument à un philosophe bégarique, c'est philosophe grec du 5e siècle de l'époque de Socrate, et qui ont développé des paradoxes logiques tellement infernaux que encore aujourd'hui, les mathématiciens, les logiciens n'arrivent pas à y répondre. C'est le cas en partie du menteur. Un tel dit que les crétois mentent, or un tel est crétois, donc il ne ment pas, donc les crétois ne sont pas menteurs, etc., jusqu'à la fin des temps. Alors ça, c'est un des plus connus, mais il y en a un qui m'amuse beaucoup, il y en a encore plus absurde, c'est l'argument du cornu. Je ne sais pas si vous connaissez le cornu, enfin beaucoup d'entre vous le connaissent sûrement. Le cornu, il considère ceci. On ne perd que... Attends, non. On possède tout ce qu'on n'a pas perdu. Or, tu n'as pas perdu de corne. Donc, tu es cornu. Il n'y a pas de... J'en dirais aussi la même chose. Bon, c'est absurde d'ailleurs, ce cornu. Mais je dirais la même chose du temps. On possède tout ce qu'on n'a pas perdu. Nous n'avons pas perdu le temps. Donc, vous avez tout le temps. Voilà.